Salut à tous, c'est Jean-Mi, on est mercredi, entre 9h et 10h, vous savez qu'on se retrouve pour les retardataires, rediffusion le dimanche matin entre 10 et 11h et ensuite sur tous nos réseaux sociaux, la page YouTube, sur Spotify, également dans notre magazine Inside Magazine, puisque les interviews sont reprises via, vous pouvez les lire. Et flasher le QR code. Aujourd'hui, on va parler de bière, parce qu'en face de moi, j'ai Grégory Verels. Grégory, bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Vous êtes le patron de la brasserie artisanale de Ruhl, donc située en province de Luxembourg. J'ai envie de présenter l'invité. Donc dites-nous qui vous êtes. Je sais que vous êtes originaire de Tournai. Je suis bel et bien originaire de Tournai, oui. Je suis arrivé en Gaume en 96, donc ça fait quand même un bon bout de temps maintenant. Et après des études de brasserie que j'avais faites à Louvain-la-Neuve, j'avais l'envie de faire de la bière. Et je me suis retrouvé en Gaume, et j'ai aimé le pays, et j'ai choisi de m'y installer. Et je voulais travailler dans la bière. Oui, on fait des études de brasserie ou il faut une formation autre? Alors, il n'y a absolument pas d'accès à la profession. Oui. Moi, j'avais fait des études de brasserie. En fait, j'avais fait ingénieur agronome à Louvain. Ah voilà, donc Et puis après, une spécialisation en brasserie et malterie qui m'amenait plutôt à travailler pour des grands groupes brassicoles, pas pour créer une petite brasserie. Mais en décidant d'habiter en Gaume, il fallait que je trouve une brasserie qui puisse m'accueillir. Et ça, dans la région, il n'y en a pas beaucoup. Et donc finalement... Il y en a peut-être plus qu'en 96, vous avez dit? Ouais, mais des grosses brasseries qui pourraient engager quelqu'un avec mon diplôme, ça ne se trouvait pas facilement. Et au Luxembourg, les brasseurs luxembourgeois préfèrent travailler avec des brasseurs de formation allemande. Bon, évidemment, j'ai une formation de brasseur belge. Pour la langue aussi, je sais pas, peut-être. Peut-être, non, mais je crois que c'est plutôt culturel au niveau de la bière, oui. Et donc, c'est une passion qui est venue tôt pour cette bière. Et pourquoi je vous pose la question? Parce que j'ai entendu que si je vous dis 5e rénové et moinette blonde, est-ce que ça vous évoque Un grand souvenir. Des grands souvenirs? Un grand souvenir, beaucoup de difficultés le lendemain. Avec un ami, mon ami d'enfance, on avait décidé de fêter la fin des vacances et on avait été dans l'épicerie locale et il y avait une grande bouteille 75 centilitres de monette blonde qui m'a appelé et que j'ai bu et que j'étais pas apte à l'époque à bien supporter. À supporter 75 centilitres, à diviser par deux. Et donc le lendemain, ça avait été assez compliqué, je suis des grosses gouttes, mais c'était une belle approche parce que c'était une très bonne bière, qui reste une très bonne bière à l'heure actuelle. Et cette idée de faire une migration, de tourner vers la Gaume parce que ça évoquait déjà quelque chose pour vous ou c'était par hasard? Alors la Gaume, je la connaissais un petit peu parce que quand j'étais étudiant, je travaillais dans un journal local à Tournai qui s'appelle le Courrier de l'Escaut et je m'occupais de la rubrique culturelle, donc je recevais des infos d'un peu partout et je recevais une des activités que je recevais, c'était le Gaume Jazz Festival. Ah oui, qui est toujours là. Qui est toujours là. J'avais connu la Gaume aussi quand j'étais scout, on avait fait un camp à Orval. Voilà, c'est à peu près tout ce que je savais de la Gaume. Ah oui, très bien. Et pour revenir à ce que vous avez dit, donc une formation d'ingénieur et après une spécialisation, on va dire, en tant que brasseur. Dites-nous, ça dure combien de temps s'il y a des auditeurs aujourd'hui qui se disent j'ai envie de me reconvertir ou de faire ça après journée, je ne sais pas. Comment on devient brasseur? Comment on devient brasseur, ça, il y a plusieurs voies possibles. Hein. Dans mon cas, par rapport aux études, c'est 5 ans d'études universitaires et puis après une année, maintenant c'est une année, à mon époque c'était 2, pour apprendre ce métier-là. Mais on peut très bien l'apprendre de manière autodidacte, mais ça demande quand même beaucoup de savoir-faire. Mais mon diplôme, en fait, m'a permis d'apprendre plein de choses et pas spécialement à faire de la bière, mais en tout cas à comprendre ce que je fais. Et on a les études se font où? Parce que là, Inside Radio, on est diffusé de province de Namur, Luxembourg et on déborde aussi sur la France et sur le Grand-Duché, mais ça se fait où si on veut devenir brasseur? En tout cas, moi, j'ai fait à Louvain-la-Neuve et en Belgique, en Belgique francophone, c'est le seul endroit où on peut vraiment le faire à ce niveau-là. On peut le faire aussi dans certaines écoles supérieures. Et il existe aussi des formations IFPME. Il y en a notamment une qui se donne à Arlon, qui permet d'accéder à un diplôme qui permet de se lancer en tant que brasseur. Mais on peut être autodidacte aussi, donc on peut, via peut-être cette filière-là, on fait des... On peut, c'est évident, mais ce qu'il y a, c'est qu'on touche une matière qui est très compliquée. Faire de la bière, c'est vivant. D'abord, c'est vivant, c'est pas simplement mélanger des ingrédients, puis gérer une entreprise, ça demande aussi d'autres compétences. Enfin, ça demande beaucoup de compétences d'être brasseur, c'est très complet, en fait. Oui, il n'y a pas que faire de la bière, quoi. Il y a tout ce qui va autour. Il y a la logistique, il y a des agréments. Puis on pourra ajouter évidemment le marketing et des choses comme ça, mais il y a vraiment
vraiment... en plus, je veux dire, on est très nombreux sur le secteur, enfin maintenant, parce que quand j'ai commencé, c'était pas le cas. Oui. Et donc, fatalement, il y a une recherche aussi d'originalité qui n'est pas toujours évidente. Bah, très bien, écoutez, merci Grégory. Je vais déjà partager maintenant. Alors vous qui m'écoutez depuis longtemps, vous savez que j'avais mes fameuses anecdotes, mes fameuses citations. Les anecdotes, ce sera pour vous après Grégory. Et puis j'ai retrouvé chez moi le dictionnaire des belgicismes de Michel Francard, professeur à Louvain-la-Neuve, si je ne m'abuse. Oui. Et puis je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais bien trouver dans ce dictionnaire? Alors, j'ai pas feuilleté page après page. J'ai fermé mes yeux quelques secondes et je me suis dit, oui, peinter, ce serait peut-être bien un belgicisme. Ah bah, Alors j'ai trouvé, peinter, c'est boire de la bière, entre parenthèses, en grande quantité. Ils ont peinté toute la soirée et c'était des bières spéciales. Il y a aussi le pinteur, personne qui boit beaucoup, et la pinte. On parle de la brasserie. bien sûr. On a parlé de vous, parlons de la brasserie. Est-ce qu'il y a un style? Non. Il n'y a pas de style. Non, en fait, moi, je suis contre les styles. Quand j'ai commencé la brasserie, on ne parlait pas vraiment de style. Bon, il y avait quelques grands styles, on va dire, les bières Pils, les bières triples, les gueuses, des choses comme ça. Et c'est nos amis américains qui ont ramené cette idée ils aiment bien tout classer. Et donc, ils aiment bien mettre tout dans des tiroirs et ils ont créé des catégories. On peut retrouver ça aussi dans la musique, par exemple. Et donc là, je m'en souviens des premiers Américains qui sont venus chez moi visiter la brasserie et qui me demandaient « What style is it ?» Je ne savais rien, moi j'allais dire Oui. c'est une bière belge, c'est ma bière. Enfin, et en fait, eux s'attendaient à ce qu'on dise voilà, c'est une Imperial Stout ou c'est une IPA ou des choses comme ça que je ne connaissais pas. Et moi, je suis contre ce système de classification des bières parce que je trouve que ça diminue la créativité. Parce que si maintenant on dit voilà, par exemple, on va dire que le bière triple est un style, on va dire la référence est telle bière. Donc on va dire, si on veut faire une bière triple, il faut que ça ressemble à cette bière-là. Oui, ok. Et ça n'a aucun intérêt, elle existe déjà. On va prendre plus localement, par exemple, une bière très typique comme l'Orval en Gaume. Quel est l'intérêt de faire une bière qui ressemble à l'Orval? Elle existe déjà. Et donc je trouve que fonctionner avec des styles tue la créativité. Parfait, surtout que c'est votre gamme. Alors, je sais pas, il y a combien de bières maintenant? À peu près une dizaine. Une dizaine de bières, oui, d'accord. Donc c'est bien diversifié. La brasserie, il y a combien de personnes qui travaillent avec vous? Alors, pour l'instant, avec moi, il y a 4 personnes en plus. Donc, oui, c'est déjà une petite entreprise qui fonctionne depuis... Alors, dites-nous, depuis combien de temps déjà? 24 ans, on a démarré en 2000. Je me suis dit, comme ça, c'était facile pour compter les années d'anniversaire. Donc, 24 ans que vous faites de la bière. Les ingrédients, vous allez les chercher où? Expliquez-nous, qu'est-ce qu'on met dans une bière? On sait à peu près tout ce qu'il y a dans une bière. Il y a de l'eau, il y a du malt, il y a de l'orge, mais il y a... C'est à peu près vraiment, c'est à peu près. Donc il y a de l'eau, de fait, qui est quand même à peu près 90% de la composition d'une bière. D'ailleurs, il faut savoir que tout buveur de bière est un buveur d'eau qui s'ignore. Non, je préfère dire, évidemment. avec modération, Avec, on est obligé de l'ajouter, évidemment. C'est fait. C'est fait, voilà, c'est fait. Et donc, à côté de ça, les ingrédients principaux, c'est le malt d'orge, c'est le houblon et la levure qui permet de faire les fermentations alcooliques. Ça, c'est vraiment, avec ça, c'est le minimum pour faire de la bière. Donc, en termes d'eau, par exemple, on est dans une région où il y a de l'eau de qualité. C'est de l'eau qui vient de où? Alors, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis installé à Ruhl. En fait, Ruhl a ses propres captages, donc une gestion communale de l'eau. Et c'est de l'eau qui vient d'une fagne qui est située dans la forêt de Ruhl. Donc c'est encore ce qu'on appelle un captage gravitaire, c'est-à-dire que l'eau vient par gravité dans le village. Et c'est une eau qui n'est pas traitée et qui contient très peu de minéraux. Et moi, j'ai cherché une eau qui soit très peu minéralisée, ce qui est vraiment le cas de l'eau de Ruhl. Ah, d'où aussi l'excellent choix de venir en Gaume. Et puis parce que je connais quand même bien vos bières et quand je potassais mon dossier, j'ai eu envie de vous poser la question, en tout cas d'évoquer avec vous le format. Parce qu'en général, quand on boit, vous avez une Pils, mais la bière, elle l'est, en tout cas peut-être historiquement, c'est évolué peut-être, mais surtout en 25 ou en 33. Mais vous avez choisi un format de partage, peut-être, 75 centilitres. Tout à fait, là, vous m'enlevez les mots de la bouche. C'est clairement un format de partage. Le 75 centilitres, on revient à mes origines avec la bière, où j'ai commencé avec une bouteille de 75. Avec la moinette blonde. Oui. Mais je trouve vraiment que c'est un format de partage, c'est évident. Souvent les gens me disent mais boire une bière tout seul, enfin une grande bouteille tout seul, c'est quand même compliqué. Je dis oui, mais boire 2 grandes bouteilles à 2, c'est très facile.
Et c'est vrai que ça a fait beaucoup au niveau de l'image que Ruhl a véhiculé depuis les années qu'on a commencé. C'est vraiment ce format convivial. On a fait quand même maintenant un peu de petites bouteilles, mais la grande bouteille reste notre marque de fabrique. Et c'est clairement le format que je préfère. Ouais, parfait. Est-ce qu'il y a des inspirations? Alors, il n'y a pas de style, mais est-ce qu'il y a des inspirations? Alors, si vous dites que vous ne copiez pas un style et une bière en particulier, l'inspiration, Grégory, elle vient de où quand vous faites une nouvelle bière? Alors l'inspiration, elle vient du goût en fait. C'est-à-dire que si vous voulez être inspiré, il faut découvrir. Donc la première chose à faire, c'est de goûter un maximum de bière. Et ça, je l'ai fait de manière assidue pendant mes études et encore après. J'avoue maintenant que je goûte moins souvent des nouvelles bières, mais il faut faire son palais et il faut savoir ce qu'on aime. Et quand on sait ce qu'on aime, on arrive à le faire bien. Et c'est ça qui est un peu le secret des Ruhl, c'est que je fais que des bières que j'aime. Et quand je fais une nouvelle Ruhl, il faut absolument que j'ai à l'avance le goût et la sensation que j'ai envie d'avoir. Et c'est comme ça, pour moi, qu'on arrive à faire des belles choses. Est-ce qu'il y a un savoir-faire belge pour faire... Est-ce qu'il y a une patte belge? Il y a la belgitude. Est-ce qu'elle se transcrit chez les brasseurs? Oui, clairement. Donc le modèle belge est un modèle qui a été extrêmement copié au niveau international. La Belgique se distingue des autres pays producteurs de bière, les plus connus comme l'Allemagne par exemple, qui est un grand pays de bière, par l'accent fortement marqué sur l'utilisation des levures et de ce qu'on en fait. Et donc en fait les brasseurs belges ont des levures assez spécifiques qui sont des levures de fermentation haute, alors qu'en général la plupart des brasseries travaillent en fermentation basse. Et peut-être pour vulgariser légèrement le terme, c'est quoi la différence entre les deux? Alors, la différence, c'est que en basse fermentation, on travaille à plus basse température, en plus haute température, et aussi que la levure se retrouve en haute fermentation lors de la fermentation. Fermentation haute, en fait, ce sont les fermentations les plus anciennes, qui sont les plus originales, parce que avant de pouvoir faire des fermentations basses, il a fallu inventer le froid industriel. Donc, clairement, les fermentations hautes sont... alors, elles peuvent être utilisées aussi pour faire le vin. Et donc, ça permet de faire des bières, qui ont plus de caractère, plus de goût et permet aussi de faire des bières qui ont plus d'alcool. Et donc ça, c'est une spécificité belge. On a aussi en Belgique gardé une tradition sur les bières acides, notamment les gueuses ou les rouges flamandes, qui se retrouvent très peu ou très rarement dans d'autres pays. Et donc on a une très grande diversité et aussi, et là c'est assez intéressant, c'est qu'en comparaison avec l'Allemagne a toujours une loi de protection de pureté qui les oblige à rester avec certains ingrédients de base, alors qu'en Belgique, on a une grande liberté. Donc, c'est-à-dire qu'on peut travailler avec d'autres céréales. Dans notre cas, on a une bière avec laquelle qui s'appelle la Ruhl Épeautre, dans laquelle on met 50% d'épeautre. Oui. Si vous êtes un brasseur allemand, c'est impossible, c'est inconcevable, c'est dogmatique chez eux. Et donc, ça permet aussi le fait de pouvoir utiliser plus d'ingrédients, de créer plus de diversité dans les styles de bière. Alors, quand je vous entends, je sens quelqu'un qui veut aussi passer des émotions, passer quelque chose via les bières. Et vous avez dit épeautre, vous avez dit céréales, si je ne m'abuse, voilà, 30 secondes. Et quand je bois, je pense que c'est la Ruhl Épeautre, elle est aussi en petite bouteille? En petite bouteille, oui. Vous me ramenez en enfance. Ah oui. Parce que je suis dans mon bol, je ne sais pas si ça va être un compliment, en tout cas j'espère, mais quand j'ai bu une Ruhl Épeautre, j'étais dans mon bol de céréales le matin. C'est-à-dire le lait qui reste et cette odeur qu'il y a, c'était ça. Donc voilà, j'espère que c'est un compliment. Ah bah, je suis content de créer des émotions pareilles. Ah oui, c'est vrai, hein, c'est vrai. Je ne sais pas si je vous répondrai à la question, mais il y a une bière préférée, Grégory? C'était la première? La blonde, la première, c'est ça? Ouais, la Ruhl blonde, c'est ma première. Donc, fatalement, il y a un attachement particulier à la Ruhl blonde, ça c'est évident. Ça reste encore à l'heure actuelle la Ruhl la plus vendue. Et quand dans ma région on demande une Ruhl, on sait très bien que c'est celle-là qu'on demande. J'ai d'autres bières pour lesquelles j'ai plus de difficultés. Par exemple, la Ruhl Brune est une bière avec laquelle j'ai mis énormément de temps à stabiliser le goût. Et maintenant, c'est une de mes bières préférées en termes de gustatif. Mais je vais arrêter là parce que c'est mes enfants. Donc, on ne peut pas dire lequel de ces enfants on préfère. Il y a quand même un nouvel enfant qui porte le nom d'un événement bourguignon. Il y a la Saint-Vincent quand même qui est sorti voilà quelques mois. Alors ça c'est assez original parce qu'en fait ça vient d'une rencontre avec un producteur de raisins qui s'appelle Tanguy Perrand, qui est de Bellefontaine, mais ses vignes sont à Saint-Vincent, et qui cherchait à valoriser son raisin et qui m'a proposé de l'utiliser pour faire une bière. C'est assez
qui est pas très courant. Hein. Ça se fait en Italie, j'en avais déjà goûté. J'en avais goûté aussi quelques-unes en Belgique. Certaines intéressantes, d'autres moins intéressantes. Et j'ai pris le pari, on dit on y va, on va essayer. On est parti avec le raisin complet, donc on l'a même pas fait bouillir. On a simplement éraflé les raisins, on les a mis dans de la bière, on a laissé fermenter. Donc c'est vraiment fait avec le raisin. Je pensais que c'était avec la rafle. Peut-être que le raisin était traité pour faire pris pour faire le vin, avec ce qui reste. Non, on a carrément utilisé le raisin. Et ça, c'est une approche un peu risquée, mais qui permettait d'avoir plus de chances de faire quelque chose de très intéressant. Je pensais, mais en tout cas, Saint-Vincent du village de Gaume, et pas la Saint-Vincent tournante, qui cette année-ci, d'ailleurs l'année prochaine, sera à la Doigt-Sérigny pour les amateurs de Bourgogne. Mais donc rien à voir avec la Saint-Vincent tournante. Non, rien à voir. C'est un pur hasard, c'est le village de Saint-Vincent, et il se fait que Saint-Vincent, c'est aussi le saint patron des producteurs de vin. Donc. Ah oui, voilà, la boucle est bouclée. Et puis, il y a... Parlons un peu houblon. Si ça vous dérange pas, parce que... Certainement pas. Non, vous voulez pas. Si. Quand même. Si, parce qu'il y a la houblon sauvage. Houblon sauvage, ouais, ça c'est une belle histoire. En fait, quand on a créé la houblon sauvage, c'était une bière qu'on a dû, entre guillemets, sauver. C'est-à-dire que c'était une pils. On fait de la Ruhl Pils depuis 2015. Et c'était au début que je faisais la Ruhl Pils, et la levure j'avais pas su la garder vivante. Et donc, j'avais plus de levure de Ruhl Pils pour faire ce brassin que j'avais brassé, et il fallait que je fasse quelque chose, donc j'avais mis ma levure classique dedans. Mais j'allais obtenir une bière qui n'était pas, que je ne cherchais pas à avoir, et je réfléchissais à une solution pour trouver quelque chose à faire avec cette bière. Et cette année-là, c'était en septembre, et je me suis dit, mais tiens, il y a du houblon. J'ai vu quelques pieds de houblon dans la région, et avec un ami, on a été récolter tous les endroits où je savais où il y avait du houblon, on a pris toute la fleur, on a fait sécher, on a fait un gros sac comme un sachet de thé, et on l'a mis dans la bière à infuser. On a dit, on verra. Et puis c'était fantastique. Et bim, ah oui. Ouais. Et alors maintenant, chaque année, on récolte le houblon, on l'a fait il n'y a pas si longtemps que ça, c'était une bonne récolte cette année-ci, et donc on sillonne la Gaume en équipe pour aller chercher le houblon. Et parfois, ce qui arrive, c'est quand on le récolte, ce sont des fleurs, en fait. C'est une grande liane avec des fleurs, on doit enlever les fleurs des lianes. Ouais. On a parfois des gens qui s'arrêtent, qui nous voient faire ça, et qui viennent nous aider. Comme ça, on a quelques photos de gens qui viennent nous aider pour recueillir ces fleurs. Donc, c'est assez chouette. Mais donc, la production varie par rapport à ce que la nature vous donne. Oui, mais alors, comme on a plusieurs endroits de récolte, en fait, on mélange après ce qu'on a récolté, et on retrouve quand même la bière comme on Je veux dire en termes de quantité, quoi. Ah non, les quantités, on en a largement assez. Maintenant, je connais tous les spots. Oui. Il y a du boulot en Gaume. Je ne sais pas les dévoiler. Mais on dit pas, mais c'est ça. C'est comme les coins à champignons. Exactement. Ils viennent de où? C'est de Bordeaux. Ah ben, il y en a qui savent où c'est, mais ils ne le disent pas. Certainement pas. C'est comme ce qu'il y a dans la fricadelle. Tout le monde sait ce qu'il y a dedans, mais personne ne le dit. Le futur, c'est quoi? Parce que là, les années passent. Alors, le futur, il y a une relève? Il y a une relève. Ça, c'est déjà sûr. Donc, mon fils aîné, Samuel, qui termine ses études d'agronome à Louvain, qui normalement viendra me rejoindre dans 2 ans. Enfin, qui viendra me rejoindre, mais normalement dans 2 ans. Et oui, il y a une relève. Donc, ça, c'est quand même très chouette de pouvoir d'avoir une continuité dans mon métier. Mais sinon, l'avenir de la bière en général, par contre, lui, il est un peu plus sombre. Ah. On a, ces dernières années, depuis le Covid, en fait, une diminution forte de la consommation des bières. Et pas seulement en Belgique, ça va partout dans le monde. Et donc, il se fait qu'il y a une concurrence qui devient de plus en plus importante entre les brasseries. Et qu'on est dans une période où on commence à avoir des fermetures, des fusions, des acquisitions. Enfin, on est sorti de 10 années, je dirais, avant Covid, où c'était des années d'or où il y a eu énormément de création de brasseries. Donc nous, c'était pas le cas. Nous, on a commencé avant cette vague de nouvelles brasseries. Donc nous, on n'a pas trop peur de l'avenir, mais il va y avoir beaucoup de changements dans les années qui viennent. Ok, c'est pas une bonne nouvelle tout ça. Non. Qu'en pense Marcel Le Rulot? Alors Marcel Le Rulot, on va quand même présenter peut-être. Oui, mais vous le ferez mieux que moi. C'est pour ça que je pense. Bon, il faut savoir qu'un habitant de Ruhl s'appelle un Rulot et une habitante une Rulotte. C'est assez original. Et donc Palix, qui est l'illustrateur qui illustre plutôt tout l'univers Ruhl. Un jour, je lui ai demandé, écoute, tu ne saurais pas me créer quelque chose qui symbolise la brasserie, et il m'a sorti un personnage un peu bizarre, un peu ambigu. Mais attachant. Et attachant en même temps. Et avec un regard perçant, j'aime beaucoup ce personnage.
et il l'a appelé Marcel. Alors pourquoi, je ne sais pas, mais c'était comme ça. Il l'a appelé Marcel et on l'a appelé Marcel le Rulot, fatalement. Sans savoir que Marcel était aussi le prénom de mon papa. Enfin, donc ça n'avait pas lié. Ah oui, c'était une coïncidence. Une pure On coïncidence. saluera mieux que Grégory le Rulot ou Jean-Mi le Rulot, entre vous et moi. Ouais, Ça va bien, Marcel, je trouve. Marcel, c'est pas mal. Donc dites-nous, oui, donc Palix vous le dessine Oui. et vous le décline. Ah, il nous le décline très bien d'ailleurs. Hein. Bon, toutes les étiquettes sont signées Palix. Hein, et je veux dire j'ai une énorme chance en fait de l'avoir rencontré. Quand on s'est rencontrés, lui, il sortait de Saint-Luc et il voulait vivre du dessin. Vous voulez expliquer la nouvelle bière? La nouvelle bière, elle sera comme ça, elle sera amère, elle sera, je sais pas. C'est des grandes discussions. Oui, autour Une création d'une nouvelle étiquette de Rulle, c'est très très compliqué. Ça prend énormément de temps parce que lui comme moi, on aime bien être précis dans ce qu'on fait et on aime bien faire des belles choses. Donc ça prend souvent beaucoup de temps, une nouvelle création d'étiquette. Mais il est clair que pas mal d'idées viennent de lui, oui. Et au niveau de l'agenda, vous avez des manifestations chaque année? Je sais que vous avez des portes ouvertes, je sais plus, juillet? Premier week-end de juin. Premier week-end de juin. Ouais, il faut retenir la date, hein, il faut bloquer le dimanche, surtout si on s'occupe d'un groupe de musique. Ah oui, tout à fait. Et donc, oui, premier week-end de juin, ça c'est le gros événement chez nous. Et alors, on a aussi un festival que je co-organise depuis 2001 qui s'appelle Brassigoum, qui se tient à Marbehan, chaque fois le 3e week-end d'octobre. On s'initie le 19-20. Oui, donc ça arrive. Donc, rendez-vous là-bas. Donc, vous organisez. C'est vous qui êtes le grand organisateur. En fait, c'est moi qui ai initié le festival à la demande à l'époque de l'association des commerçants qui cherchait une activité à faire. Et moi, je démarrais ma bière. Les gens dans la région, en Gaume, ils connaissaient pas très bien les bières. Ils connaissaient l'Orval et puis après les produits industriels. Et donc, je trouvais intéressant d'inviter d'autres brasseurs, d'autres régions pour faire découvrir la diversité des bières belges. Et c'est vrai qu'au début des années 2000, c'était très compliqué de trouver des bonnes bières localement. Ça a fort changé après par la suite. Et le festival Brassigoum est devenu un festival de référence en Wallonie. Vous avez évoqué une visite d'Américains au tout début de cette interview. Il y a des gens qui viennent à la brasserie pour... ils découvrent la Belgique, ils sont en Gaume. Oui. Ils viennent de partout dans le monde, où il y a des gens plus intéressés par la bière que d'autres? Non, partout dans le monde. On va du Japon aux États-Unis, en passant par tous les autres pays d'Europe. En fait, il faut savoir qu'il existe des guides sur les brasseries et sur les bières, comme il existe des guides sur les vins. Ah, oui. Et que la brasserie de Rulle est répertoriée très favorablement dans ces guides. Et donc, on se rend pas toujours compte qu'au niveau local, les gens qui consomment la Rulle en Gaume, qu'en fait, on a une qualité qui est vraiment... qui est très très bonne. Pour moi, on fait partie clairement du peloton de tête des meilleures brasseries de Belgique. Il y a des Tchèques qui viennent de temps en temps? Parce que pour revenir au belgicisme, Pils vient de Pilsner. Oui, exactement. Oui, tout à fait. Donc, à tous les Tchèques qui nous écoutent, on vous salue. Grégory, merci. On arrive tout doucement au bout. Ce coup-ci, c'est vraiment la fin. Et donc, il reste un dernier devoir très facile, Grégory, avant de se quitter. C'est que l'invité du jour offre aux auditeurs une chanson. Alors, encore merci pour cette interview. Et qu'est-ce que vous offrez à tous les auditeurs d'Inside Radio? Alors, j'ai dû réfléchir quand même pour savoir ce que j'allais offrir, parce que j'aime bien beaucoup de styles différents, mais je veux dire, on va plutôt prendre une chanson tranquille pour boire une bière tranquille, bien reposée, éventuellement avec un fin de journée, avec une petite brise, je sais pas. Donc, je pensais à Portishead, Glory Box. Parfait, ce sera le mot de la fin. Encore merci Grégory, on va trouver ça dans la playlist Inside Radio. Pour vous tous, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez écouter Mariovic, mon cher collègue, tous les vendredis pour l'émission In The Mix, ainsi que Steve et Peggy tous les matins dans le Morning. Et puis, je ne peux pas m'en aller sans mon traditionnel « Quoi que vous fassiez, faites-le bien ». Ciao.